Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Tous les matins également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez dans la deuxième partie de cette émission. Mesdames et messieurs, dans un instant, on s'intéresse évidemment à vos propos que vous avez bien voulu laisser évidemment sur Twitter, hashtag Espace GG. Sinon, ce numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, dans un instant, avec la complicité d'Amadou Sow ici à la radio, nous allons faire lecture de quelques messages. Comment se porte notre pays en ce 19 novembre 2020? La Guinée dispose désormais d'une loi sur le droit d'accès à l'information publique. Les députés l'ont adopté hier à l'unanimité. Ce texte, s'il est promulgué, offre la possibilité à tout citoyen, oui, il le dit ce matin, Jacques Lewa, de solliciter et obtenir une information auprès des services publics. Et ceux qui officient évidemment dans les différents services de l'État ont l'obligation de répondre favorablement aux demandes qui peuvent être écrites ou orales, du moins tant qu'elles ne violent d'autres dispositions légales en matière de sécurité, de protection à la vie privée ou du secret de l'instruction pour les dossiers judiciaires, entre autres. Eh bien, c'est une étape franchie dans la bataille pour le rétablissement d'une loi vous le savez très bien, qui avait déjà été adoptée en 2010 par le Conseil national de la transition. Elle avait disparu entre-temps au secrétariat général du gouvernement. Pour en parler ce matin, nous aurons le juriste Karamo Madi et Camara, il faut le rappeler, il est juriste. Nous allons avoir aussi, si tout va bien, Moussa Ibn Conté, président du comité de suivi de la loi d'accès à l'information publique. Vous allez les entendre ce matin dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. Et ce dossier judiciaire qui oppose un citoyen ghanéen et la Banque centrale de la République de Guinée. L'investisseur avait obtenu donc le contrat des travaux de reconstruction du camp Almami Samori Touré. Après donc le démarrage des travaux, l'argent qui devrait lui revenir, un montant de $30 000, ne l'a pas été. Depuis des années, il se bat et en dépit de la décision de la justice qui ordonne donc la BCRG de désintéresser donc l'investisseur, rien n'a été fait. Et pour en parler ce matin, eh ben, nous recevrons, mesdames et messieurs, Yao Obeng Oudoussari, qui était donc au moment des faits représentant en Afrique de l'Ouest du Citizen Investment. Vous allez l'avoir ce matin dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. Continuez à réagir avec plaisir. Dans un instant, nous allons nous intéresser évidemment à vos propos qui vous avez bien voulu laisser sur le 657 39 13 13 avec la complicité d'Amadou Sow ici à la radio. Nous partons d'abord sur Twitter avec Espace TV, évidemment, parce que c'est eux qui nous remontent vos messages sur Twitter, avec Kabine Condé à la réalisation. Merci à Mafata Sano, à notre ami Mali Sila Poutine du côté de la régie. Aussi Papoutou, voilà, il est là Papoutou, tous les matins. Et ben il relaye les messages. Mais plutôt c'est Mamoudou Condé qui est là ce matin. Mamoudou Condé, évidemment, RPG. Allez, nous partons avec ce message qui nous parvient à l'instant T. C'est de qui exactement? C'est de Ibrahim Kapio Silse. Bonjour les grandes gueules. C'est Ibrahim Kapio, le paradoxe de la Guinée est que si elle est dotée des beaux textes de loi, mais ce qui est une chance, voilà, il veut dire d'application stricte. Je comprends pas ce qu'il veut dire, voilà, sincèrement. On zappe, on part avec cet autre aussi, lui, c'est Noumou qui nous écrit, renvoyez Antoine en Côte d'Ivoire, voilà, hashtag SPGG, il n'y a pas de souci. Bien, nous partons avec Jean Moussa, le philosophe aussi, qui nous écrit, bonjour les grandes gueules, je pense que notre pays, la Guinée, souffre d'un problème de ressources humaines, sinon les lois de notre pays sont claires, précises et bien établies, mais l'applicabilité fait défaut. Hashtag Espace GG. On reste avec Sekou Chek Diakité aussi qui nous écrit sur Twitter. Finalement, Roby et Ahmed n'ont pas eu tort la dernière fois. Certes, juridiquement, c'était une violation flagrante de droit. Par contre, on peut dire que c'était pour arracher donc certains points en politique. À présent, qu'en est-il le cas de Abessila? Il pose la question, mon cher ami Chek Diakité, Sekou Chek Diakité sur Twitter.
Koulibaly, le démocrate, sur Twitter aussi nous écrit, hashtag espace GG. Bonjour les GG. Le vote de cette loi sur l'information publique prouve à suffisance combien de fois le président veut rendre la gestion de la chose publique transparente. J'invite tous les acteurs à reprendre la main tendue donc du président pour ce beau pays, la Guinée. On reste avec Excellence Balde Guinée aussi qui nous écrit. Bonjour les GG. La confiscation du passeport de Sidia Touré, c'est juste du banditisme. Mais je le dirais qu'en politique, la constance est importante, car à un moment donné, il avait cautionné les dérives du régime Condé en tant que haut représentant, hashtag espace GG. On reste avec Magasuba, Lucenu aussi qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG, dites Antoine qu'il vient de rentrer au pays, il a donc besoin de mener des enquêtes. Je l'informe que notre pays change d'image en matière d'assainissement, critiqué et apprécié. Donc c'est Magasuba Lucenu qui nous envoie ce message. Bala Moussa aussi qui nous écrit. Bonjour les GG, en question. La question de dissolution de l'Assemblée nationale nous prouve à suffisance que cette opposition ne se bat pas pour son intérêt personnel. Vous avez dit être contre la culture d'une plante. Et vous vous cassez la gueule, hein, le fruit de la même plante. Si c'est qui nous envoie ce message. Voilà, c'est très pertinent sur Twitter. Nous partons avec cet autre aussi qui nous écrit, lui c'est Alpha Oumar Keïta. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. La décision de rendre donc le passeport de Silla insuffisante. Les autorités lui doivent des explications claires et évidentes. Halte à la violence d'État, hashtag espace GG. Nous restons toujours sur Twitter avec les auditeurs. Abou, le gouverneur aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Bonjour à toute l'équipe. Se prononcer sur une éventuelle dissolution de l'Assemblée en exercice serait une insulte, une foutaise et une dissolution au peuple de Guinée et un manque de respect à toutes ces personnes tombées ce 23 mars. Nala, voilà, merci beaucoup. On reste avec cet autre aussi, Moussa Kani français Condé aussi qui nous écrit dissoudre l'Assemblée nationale et organiser de nouvelles élections dans les 60 jours qui suivent, sauf que les conditions évidemment ne sont pas réunies car il faut qu'il y ait un désaccord persistant entre gouvernement et l'Assemblée nationale. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Lui s'appelle Gamanati sur Twitter. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Mais Antoine, on a organisé une élection où on a appelé tous les partis politiques, personne n'a été exclu, puisqu'ils ont choisi donc de ne pas se représenter, voilà, puisqu'ils ont choisi de ne pas représenter leurs militants à l'Assemblée et qu'ils assument leur choix, mais on ne peut pas on ne peut plus revenir en arrière. Voilà, il veut dire Diamanati qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre aussi, lui c'est Mamadou Diao Guinée qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les grandes gueules, nous ne pouvons pas prioriser toujours le rapport de force. C'est inadmissible et insensé et voire utopique. Chaque échéance électorale, nous fragilisons donc notre jeune démocratie. Il faut que ça change. Les leaders doivent promouvoir un dialogue sincère. Wassalam. On reste avec cet autre aussi. Lui, c'est Augustin Fendouno qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. La scène politique guinéenne est représentée seulement par des prédateurs qui ne peuvent rien changer dans ce pays. On est fatigué par cette classe politique qui ne font que compromettre dangereusement l'avenir de la nation. C'est Augustin Fendouno qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage. Ils sont très 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 nombreux à nous écrire sur Twitter, évidemment avec cet autre aussi qui nous écrit là de ce côté. On va y aller, j'ai pas le message, voilà, allez, je prends l'autre numéro, voilà, lui c'est bonjour les GG, connaît Ibrahim depuis comme ça. Il faut dire à Antoine Kourouma, dissoudre l'Assemblée nationale du président de la République n'est pas possible. Alpha ne va jamais accepter ça. PRG, non, il veut parler de RPG en fait, voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. On reste avec cet autre qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Il y a tellement de messages, donc ça bug à un moment donné. Ça commence à bien faire. On y va de l'autre côté. Ils sont très nombreux. Ça marche pas, mon cher. Je sais pas trop ce qui se passe. Ouais, je le fais, mais ça marche pas. Voilà. ça bug. Donc, on va aller avec ces auditeurs. Évidemment, lui, c'est Mouri Akaba qui nous écrit sur Twitter, sur le 657 39 13 13. Juste quelques semaines à Abidjan, Antoine, déjà dépaysé.
à la place des preuves existantes, vidéos et photos. C'est sur les témoignages de quelques voisins. Il se base pour démentir cette tentative d'enlèvement qui s'est déroulée donc à 4h du matin. A-t-il envoyé des reporters sur le terrain pour interroger les acteurs? Nous sommes à la minière pour répondre à ces interrogations. Nous continuons à monter la garde malgré le départ de Sidia. Voilà Antoine, donc tu es informé comme tu es de la rédaction. Tu peux envoyer évidemment des reporters juste après l'émission pour essayer de voir plus clair. Voilà, on y va avec cet autre aussi. Lui, c'est Afamoussa Makadabi. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Vous parlez de quel gouvernement d'union nationale? Il pose la question au RPG. Nous sommes formels. Nous demandons un gouvernement 100% RPG et ses alliés actuels pour l'Assemblée nationale. Si le président prend le risque de la dissoudre, aucun militant du RPG n'ira voter pour la prochaine élection programmée au RPG. Pas de gouvernement d'union nationale, pas de dissolution de parlement. Donc c'est Afamoussa Makadabi, il est catégorique là-dessus. Voilà, qui nous envoie ce message. Voilà, c'est vraiment la guerre des militants sur les réseaux sociaux avec lui, il est de l'UFDG, Suleiman Konaté. Bonjour les grandes gueules. Une gouvernance qui confisque les libertés publiques, les libertés individuelles et collectives, qui pousse des milliers de familles à la précarité pour satisfaire donc des ambitions démoniaques et qui est incapable de compatir à la douleur du peuple auquel il tire sa légitimité, ne mérite ni respect, ni obéissance, il faut libérer les prisonniers politiques. C'est contraire aux normes démocratiques. C'est Suleiman Konaté du côté de l'UFDG qui nous envoie ce message. Voilà, c'est vraiment la fête à Antoine ce matin. Et toujours du côté de l'UFR avec Fodé Baldé aussi qui nous écrit bonjour les GG. Ce qui m'étonne chez Antoine Kourouba, c'est le fait de nous distraire, de nous contraindre, à croire à ce qu'il compte sur ce qui s'est passé chez le président Bédier, parce qu'il était et vouloir qu'on ne veille pas à croire à ce qu'il a vécu nuitamment, et on a rapporté avec des preuves alors que nous y étions, voilà. Où est la logique argumentative? Il pose la question ce matin, c'est évidemment notre ami de l'UFR qui nous envoie ce message. On va rester toujours dans le ciel avec cette autre précision. Yoro Baldé a fait campagne pour les législatives, Antoine. Voilà, tu t'es fait tirer des foules ce matin. Sa chef de cabinet s'est présentée à Bofa. Voilà. Et il n'a jamais fait campagne pour le référendum. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Merci à vous tous. On va continuer l'émission, mon cher Jacques Liwaleno. On parle évidemment de cette adoption du côté de l'Assemblée nationale. La loi sur le droit d'accès à l'information publique. Il faut dire que cette loi existait déjà. Il y a eu beaucoup de débats autour. Le Conseil national de la transition, donc en 2010, avait adopté plusieurs lois au même moment que la loi sur la liberté de la presse, la loi sur, je crois, la HAC, et puis cette autre loi. Ouais. Et finalement, on s'est rendu compte au temps de Feu Sékou Kourouma, qui était donc au secrétariat général du gouvernement, que la loi qu'on attendait qu'elle soit, pour certains, opposée disons publié au journal officiel de la République, parce que certains disaient que c'est cette étape qui restait, mais d'autres disaient plutôt qu'elle n'avait pas été promulguée. Mais je crois qu'on s'est rendu compte qu'elle avait bel et bien été promulguée par le général Sekouba Konaté. Oui. Maintenant, il restait à la publier au journal officiel de la République, sauf que malheureusement, la loi a été confondue avec une autre, je crois, au point de vue numéro. Il a été donc question de ramener le projet finalement à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait adoption. Donc le gouvernement, à travers le ministère de la fonction publique, a suivi cette démarche depuis 2018. Antoine, on fait de la télé, hein. Voilà. Hier donc la loi a été adoptée. La loi en question, c'est quoi? C'est la loi qui offre la possibilité à tout citoyen, donc tout citoyen, de pouvoir solliciter des services publics les documents à titre informatif, bien sûr. Ça peut être des notes circulaires, ça peut être des copies de procès verbaux de réunion, de procès verbaux de réunion. Ça peut être des décisions de ministres ou des directeurs. En tout cas, tout citoyen, ça c'est au-delà du journaliste, tout citoyen, même la vendeuse de piments au marché. Antoine, Jacques. Je veux dire, bon. Par exemple, une vendeuse de piments. Voilà, ça passe mieux, même pas même. Une vendeuse de piments peut se rendre, n'est-ce pas, au niveau de la commune, pour obtenir, n'est-ce pas, des informations. Ouais. J'ai pu parcourir le projet qui a été
introduit, il y a à l'intérieur beaucoup de droits qui sont reconnus aux citoyens. Et tu crois, sincèrement? Non, je vais en venir. Beaucoup de droits qui sont reconnus aux citoyens. Des grandes gueules. Maintenant, il y a également les délais qui sont fixés. On parle de 28 jours, on parle de 30 jours. En cas de refus, qu'est-ce qui est imposé? On parle de 48 heures lorsque c'est la vie, par exemple, du citoyen qui est en danger ou des questions de sécurité. Et bien évidemment, il y a des limites. Et là, on va poser la question aux juristes tout à l'heure. Parce que le projet qu'on a vu, il n'y a pas de contraintes. Il y a qu'on propose la mise en place d'une agence nationale pour le droit d'accès à l'information publique. Cette agence qui sera composée, dit-on, de 5 membres, de professionnels de la communication, de représentants du président de l'Assemblée nationale, d'un avocat ou bien d'un avocat et d'un juriste qui va être désigné par la Cour constitutionnelle. Donc cette agence, c'est elle qui va servir de pont entre les citoyens, donc les gouvernés qui demandent des informations et les gouvernants qui sont obligés, n'est-ce pas, de donner ces informations-là. Mais après, l'agence, ce qu'elle peut faire, c'est de tenter de traiter à l'amiable. Et lorsque ça ne marche pas, elle peut saisir, n'est-ce pas, les juridictions, donc les tribunaux de première instance. Sauf que dans la loi, rien n'est dit lorsqu'un refus est opposé. Donc, lorsqu'un ministre, par exemple, refuse de donner l'information à un citoyen, qu'est-ce qu'on fait? On dit tout simplement la justice va trancher, mais la justice tranche sur la base de quoi? Il y a quelle condamnation ou quelle peine qui est, n'est-ce pas, proposée pour sanctionner. Par exemple, quand vous voyez la loi sur la liberté de la presse, c'est vrai qu'il n'y a pas de condamnation, mais lorsque vous violez une loi et vous payez une amende. Et ça, c'est précisé dans la loi. Donc, dans la loi sur le droit d'accès à l'information publique, ces éléments-là n'apparaissent pas. On se pose énormément de questions à quoi ça va servir. Il y a un combat qui est en train d'être mené parce que c'est une loi qui devrait permettre d'améliorer la gouvernance en obligeant, n'est-ce pas, les gouvernants à rendre compte de leurs actions aux citoyens quand ils le veulent, sauf que, bien entendu, ils n'ont aucune obligation de le faire parce qu'il n'y a pas de contraintes dans le texte. Voilà. Allez, Jacques, nous partons sur le terrain. Karam Madi, camarade en direct chez les GG. Les grandes gueules. Alors, Karam Madi, bonjour, merci de nous rejoindre. Et si cette loi finalement, oui, merci de nous rejoindre. Cette loi a finalement été adoptée. Vous, d'abord en tant que juriste, comment vous recevez cette information et quelle est l'importance d'une telle loi dans un pays où quand même on parle souvent de corruption et de rétention de l'information? Merci encore une fois pour votre invitation. Il faut quand même saluer l'adoption de cette loi, d'autant plus qu'elle vient combler un vide juridique qui avait existé pendant très longtemps dans notre pays et qui constituait un élément de désappréciation de la gouvernance en termes de fluidité de circulation de l'information. Vous savez que la gouvernance publique est gérée par ces 3 vertus, l'obligation de rendre compte, l'obligation d'être responsable et l'obligation également de se faire évaluer. Et cette évaluation amène donc les gouvernants à donner l'accès public aux citoyens de pouvoir savoir ce qui se fait et de pouvoir accéder à ce dont ils ont besoin en termes d'information. Le CNT avait fait un travail qui avait malheureusement pas connu un achèvement et en 2018, le gouvernement avait réintroduit un projet de loi mais qui aussi n'a pas fait l'objet d'adoption parce que d'ailleurs il y avait des mentions là-dedans qui étaient des mentions assez liberticides qui ne permettaient pas d'accéder librement à l'information. Aujourd'hui, ces éléments sont corrigés et je pense que c'est un droit fondamental qui vient d'être consacré. D'ailleurs, la Constitution d'avril 2020 consacre dans son article 10 le droit d'accès public à l'information pour tous les citoyens. Donc cette garantie constitutionnelle vient d'être matérialisée par cette loi. Mais encore une fois, il faudrait que les attributs qui sont assujettis à la mise à disposition de l'information, c'est-à-dire la transparence de l'information, le traitement équitable de l'information, puissent effectivement être matérialisés. Parce que le problème dans le pays, ce n'est pas le fait que la loi soit adoptée, mais c'est où trouver justement les informations auxquelles on peut recourir et à qui il faut s'adresser. Peut-être que nous le verrons tout à l'heure dans les questions qui suivent que cette loi a un goût d'inachevé parce qu'en réalité,
tous les dispositifs qui doivent permettre d'aller à cette mesure de manière beaucoup plus complète ne sont pas suffisamment pris en compte dans cette loi. Oui. Mais il faut effectivement saluer quand même l'adoption de la loi et dire que c'est une avancée majeure dans la transparence de l'information, et cela aussi peut être un élément d'appréciation positif sur les indicateurs de gouvernance. Saluer quand même l'adoption de cette loi, mais la question que beaucoup se posent, c'est son application. Est-ce que selon vous, Karomadi, connaissant le Surtout pays... quand il n'y a pas de... je vais dire... de coercition, en même temps d'obligation. D'obligation. Voilà, de reprendre. Est-ce que selon vous, une telle loi en Guinée est applicable? Est-ce que ce sera respecté? C'est la question. Karomadi, il est toujours là ou pas? Voilà, je pense qu'on a perdu. Allez-y. Il est là. Le réseau La se liaison, développe. Ouais, on va essayer de le rappeler, hein, mon cher Amadou So. Évidemment, quand on dit qu'il n'y a pas d'obligation, Roby, ça vous ramène quoi exactement? Non, mais c'est clair que... Tout ça pour ça? Non, mais il faut quand même... je suis d'accord avec un pan de son discours lorsqu'il salue l'adoption d'une telle loi dans le contexte guinéen, même si elle est encore... elle reste éminemment incomplète. Je pense que les juristes sont bien placés pour pouvoir donner des éléments de complément à cette loi. Maintenant, ce qui reste clair, c'est que selon la culture dans notre pays, je crois qu'il faut avoir beaucoup de moyens de coercition autour d'une telle loi. Lorsque vous refusez de donner l'information à un citoyen, il faut que vous soyez puni à la hauteur de votre refus. Je pense qu'il faut créer cet élément de contrainte. Ouais. C'est cet de élément contrainte. de contrainte qui peut obliger l'administrateur public à fournir aux citoyens l'information dont il désire. Tant qu'il n'y a pas cela, je pense que c'est une loi qui sera difficilement applicable. L'applicabilité, moi, par rapport à ce souci que vous soulevez, Karamambadi va peut-être démentir, mais je crois que la rétention d'informations est déjà un délit en Guinée et qu'il y a une sanction prévue pour ça. Mais je dans crois que quelle ces loi? sanctions, le code pénal, bien sûr. Oui, mais il faut mentionner dans la loi. Karamambadi va bien pouvoir démentir, mais la faute de rétention d'informations peut être appliquée au cas où un administrateur refuserait, par exemple, de permettre à un administré de disposer de l'information qu'il recherche. Mais sauf que cette fois-ci, la loi est plus large. La loi donne la possibilité à tous les citoyens. Ça va plus loin. C'est une loi spéciale. Celle dont tu parles, c'est une loi spécifique qui régit l'administration à l'interne, mais de là, cette autre loi adoptée donne un panel plus large à tous les citoyens. C'est-à-dire que, comme disait Lamine, même la ménagère à la maison a la possibilité aujourd'hui de demander à un administrateur de lui fournir une information. Les vrais gens aujourd'hui peuvent demander des comptes à l'administrateur, ce qu'il faut saluer. Maintenant, le reste, c'est qu'il faudrait que si l'administrateur refuse de fournir l'information aux vrais gens, qu'il y ait des mesures de contrainte, des mesures punitives. Justement, c'est ça un petit peu. C'est le hic. J'ai pas envie de dire l'arnaque, mais c'est tout comme absolument. Quand on m'a dit qu'il revient à l'antenne d'Iba. Oui, car on m'a dit, on est en train de parler un peu de l'obligation, de la contrainte. On se dit aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui, puisqu'on n'a pas mis un dispositif en place clair qui dit, bon, si vous ne vous soumettez pas à la loi, eh bien voilà la sanction qui peut tomber. Vous savez, l'excuse de la liberté que certains administrateurs prenaient de refuser de communiquer les informations lorsqu'elles étaient requises, motif tiré du fait qu'ils n'auraient pas reçu l'autorisation de leur hiérarchie, vient de trouver son tombeau dans cette loi. Parce que ce dispositif devient un dispositif législatif qui impose à l'administrateur de transmettre les informations et qui donne le droit à l'administré d'exiger que cette information lui soit transmise. C'est en cela que ce vide juridique comblé est une avancée. Effectivement, d'un autre point de vue, l'obligation pour l'administrateur aussi de transmettre cette information est prise en compte dans un arsenal pénal, puisque le défaut de transmettre une information peut être considéré comme une rétention d'information, et pénalement cela aussi est sanctionnable. Donc les deux dispositifs se complètent, mais l'avantage de la loi portant droit d'accès public à l'information se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que les administrés ont maintenant un instrument qui leur est dévolu et qui devient pour eux un moyen d'exigibilité pour l'administration de répondre à leurs requêtes. Et le deuxième avantage réside dans le fait que
la transparence va désormais être une vertu dans la gouvernance de notre État, parce que l'obligation de redevabilité va devoir être maintenant une réalité, puisque les informations maintenant qui vont être demandées par les citoyens peuvent être des informations qui jusqu'ici étaient cachées et qui ne pouvaient pas faire l'objet de transmission parce que les administrateurs très souvent refusaient de communiquer ces informations. Mais comme je le dis, la difficulté réside dans l'application de la loi. C'est vrai qu'il y a une agence nationale d'accès à l'information publique qui est désignée dans la loi pour pouvoir être l'interface, mais entre le fait que l'administrateur n'obtienne pas l'information et le recours à cette agence, il n'y a pas de prise en compte de cette exigence de transmettre l'information. Et l'autre insuffisance, c'est que c'est à l'administration, à travers l'ANAIP, cette agence donc, de pouvoir trancher de manière conciliante. Et si cela n'est pas fait, que le recours judiciaire soit fait. Malheureusement, on ne donne pas la possibilité aux citoyens, à l'administré lui-même, d'exercer simultanément ou consécutivement le recours administratif d'abord auprès de l'ANAIP, et si ça, ce n'est pas obtenu, qu'il exerce un recours judiciaire. On laisse simplement le soin à l'administré d'exercer son recours administratif et le soin est donné à l'administration d'exercer le recours judiciaire. Donc je pense que de ce point de vue, il y a eu une échelle de superposée qu'on devait complètement éclater. Qu'on laisse le soin à l'administré de pouvoir exercer, de choisir entre le recours administratif et le recours juridictionnel, mais en même temps qu'il y ait un mécanisme qui soit un mécanisme imposant aux administrateurs de transmettre les informations. Il est assez léger de dire que si le citoyen n'obtient pas l'information, il peut recourir à cette agence. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui donne obligation à l'administrateur de transmettre les informations avant que ce recours ne soit fait? Donc ce sont ce type d'insuffisance de la loi qu'il va falloir amender ultérieurement et qui nécessite, de mon point de vue, un regard supplémentaire. Bien. Karamo Madi, merci beaucoup Karamo Madi Camara. Il faut le rappeler, il est juriste, il était en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace. Radio Espace Guinée, les GG. Attention aux fake news. Le grand tribunal des réseaux sociaux a un peu perverti le débat. La moindre phrase est sortie de son contexte. Cela peut souvent arriver à certaines grandes gueules qui sont prises à partie. Il faut garder sa liberté d'expression. Ici, c'est les GG. Bienvenue dans votre talk show qui vous ressemble en ondes depuis plus de 10 ans. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Mamou sur Fraternité FM tous les matins. Et ça se passe ainsi, nous répartons sur le terrain, mon cher Diba Milimono, avec Ibn Conté, Moussa Ibn Conté évidemment. Allez, vous allez diminuer le son de la radio s'il vous plaît, c'est plus simple, voilà, ça va bien se passer, vous allez voir. Voilà, Moussa Ibn Conté, bonjour. Bonjour l'ami Glancy, bonjour grande gueule. Bienvenue. Voilà, Iboun, finalement cette loi elle est tombée, on se souvient, vous avez fait beaucoup de débats autour de ça. Et comment d'abord vous recevez l'information et quelle analyse faites-vous du point de vue contenu de cette loi? Bon, je voudrais rappeler que cette loi s'inspire naturellement de la constitution de notre pays, notamment son article 7. Et cette loi aussi s'inspire de la charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration à son article 6 sur la qualité des services publics et de l'administration. Donc c'est une loi qui a déjà une base juridique nationale et internationale qui prend en compte les préoccupations des citoyens en matière de réduction des comptes publics, en matière de suivi et d'évaluation des politiques publiques de développement. Donc c'est une avancée majeure en matière de la lutte contre la corruption, la promotion de la bonne gouvernance et surtout l'obligation de rendre compte maintenant pour ceux qui sont en charge des affaires publiques dans notre pays. Ibn Conté, c'est voilà, la loi peut-être elle est spécifique. Maintenant, vous êtes journaliste, on va rapporter peut-être la chose à la profession puisque c'est de ça il s'agit. Quel impact pour les journalistes? Parce que avantage aujourd'hui pour les journalistes parce qu'on disait souvent ils ont du mal à accéder à l'information publique. Bon, en fait, le premier avantage, ce qui me paraît fondamental, c'est que vous savez, en matière de la loi sur la liberté de la presse, il n'y a pas de procédure en la matière pour dire que si quelqu'un qui est en charge du service public ou bien le responsable d'un organisme qui bénéficie de la subvention de l'État, et que quand un jeune sollicite une information, quand un jeune sollicite d'accéder à un rapport d'audit, à un rapport d'enquête
sur les infractions fiscales, douanières, et quiconque refuserait de donner un tel rapport à un journaliste qui le sollicite. Au-delà du journaliste, il y a le citoyen qui est pris en compte dans cette loi. Et le citoyen, après le recours hiérarchique, c'est-à-dire le journaliste, le citoyen doit saisir d'abord la première autorité de la structure qui est ciblée pour dire que voilà, la personne qui est en charge de l'information publique au niveau de cet établissement a refusé de me donner de l'information. Et ensuite, il y a le recours hiérarchique est infiltré, la personne peut recourir, il peut faire un recours gratuit auprès des médiateurs de la République. Et puis à ce niveau aussi, le recours s'avère infiltré. Il y a l'instance d'accès à l'information publique, le journaliste ou le citoyen qui sollicite l'information. La question... Attendez, pour les saisir, c'est le cas. Alors, en cas de refus, le journaliste peut saisir le tribunal du tribunal d'instance du lieu là. Vous savez, c'est le tribunal de première instance de Kaloum, c'est Zérekoré, et c'est le juge du référé qui est compris. Donc, en 24 heures, le juge tranche et la personne est... Donc, ce que vous dites, donc, ce n'est pas l'agence qui saisit la justice. Le citoyen a la possibilité de saisir directement la justice. Parce que c'est bien l'observation qu'a fait tout à l'heure Kramomadi, le fait qu'il y ait un escalier, c'est-à-dire le citoyen qui se sent lésé saisit d'abord l'agence et quitte à l'agence de transférer le dossier lorsqu'elle ne réussit pas à contraindre, n'est-ce pas, l'administrateur de saisir la juridiction. Oui, en fait, c'est pas l'agence. Franchement, l'agence est saisie en dernier recours. Je dis encore, il y a le médiateur de la République. D'abord, il y a le responsable de la société ou de l'établissement indexé là, qui est sollicité là, qui est le premier recours. Le second recours, c'est le médiateur de la République. L'instance intervient en dernier recours. Et l'instance aussi fait l'injection à la personne sollicitée là de donner l'information aux journalistes. À défaut de ça, le citoyen peut saisir. On a refusé que ça soit cantonné au niveau de Conakry pour permettre aux citoyens de Banziajou, là, au conseil de la Guinée, là, qui a besoin d'une information administrative, là, d'éviter que ce soit se déplace jusqu'à Conakry. La personne peut saisir le tribunal de Zérekoré, de Yomou, je sais où, de Banziajou. Donc, franchement, la possibilité est donnée aux journalistes, là, d'accéder à l'information publique, de solliciter des informations détenus par les pouvoirs publics là, et les responsables qui sont en charge de ces informations au niveau des établissements sont tenus de leur donner de l'information. On refuse de le faire, le journaliste peut saisir le juge du référé et il a 24 heures pour trancher. Et c'est des peines d'amende, c'est des trucs que personne ne voudrait avoir. Et je crois que toutes les possibilités sont mises en place aujourd'hui pour qu'on se retrouve dans ce cas de figure. Mais il faudrait rappeler une chose, c'est extrêmement important. C'est la première fois qu'on a une telle loi dans notre pays, la loi d'accès à l'information, qui fait obligation au pouvoir public, une loi qui prend en compte la présidence de la vie et de la primature de ces organismes, même les associations et les organismes, tous les organismes publics ou privés qui bénéficient d'un financement privé, même les médias qui bénéficient de la subvention aujourd'hui, on peut leur demander l'utilisation que les associations de paix et les entreprises font de la subvention de l'État. Franchement, c'est une avancée majeure. Aujourd'hui, la primature et toutes les instances de l'État, les organisations constitutionnelles, on n'a pas même l'information sur la loi de règlement, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, le reste de l'argent, par exemple, quand on fait l'institution telle que la haute autorité de la communication, Madame Matik, on a fait combien de temps et personne ne sait qu'est-ce qui a été fait des subventions de 1 milliard, 2 3 milliards de kilomètres pendant 10 ans. Les gens peuvent avoir accès à ces informations-là pour savoir jusqu'où quelle institution est allée dans la mise en œuvre du budget qui a été alloué à certains. Même les collectivités locales sont prises en compte dans cette loi. Donc c'est une avancée majeure. Je voudrais rappeler une chose. Si on arrive à ce niveau, tout le mérite se réunit auprès de la parce qu'au niveau du conseil interministériel, au niveau du conseil interministériel, il y a eu beaucoup de réticences là, beaucoup d'hostilité vis-à-vis de ça. Le monsieur le président de la République a été franchement déterminant, a été un choix déterminant pour que nous ayons le projet de loi et pour qu'il y ait un consensus aujourd'hui. Il a fait beaucoup d'arbitrage et il faut rappeler une chose. La loi d'accès à l'information de 71 lois qui ont été conçues et adoptées par le CNT. Les 70 lois ont fait l'objet d'attention de la membre du débat de la part des membres du CNT, sauf la loi d'accès à l'information publique. Parce que la plupart des gens qui étaient au CNT, aspirent à des postes de responsabilité, ils ont laissé cette loi, parce que cette loi leur fait obligation de rendre compte de leur gestion. Donc, comme les gens la prétendaient aspirer à des postes de responsabilité dans les constitutions, ils ont cette loi. Voilà, c'est ça, en fait, le fond du problème. Donc, c'est une loi qui, franchement, que les gens ne vont pas l'accueillir à bras ouverts. C'est une loi qui est prête. Mais je crois qu'aujourd'hui, il revient à chacun de nous, chacun des journalistes, surtout vous les animateurs, avec vous qui faites de l'investigation. Je crois que c'est une loi qu'on doit saisir et puis aller maintenant explorer le terrain, changer le niveau d'ancrage juridique et institutionnel de cette loi. Je vous dis une chose, c'est une avancée majeure en matière de la réduction des comptes publics, surtout en matière de
d'obligation de rendre compte dans la gestion des affaires publiques. Je dis une fois encore, il y a une possibilité qui est offerte à chacun d'entre eux de retracer l'utilisation de fonds que l'État octroie à tout organisme public ou privé, en tout cas ceux qui bénéficient des financements publics. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Ibn Conté, il faut le rappeler, il est le président du comité de suivi de la loi d'accès à l'information publique. Vous êtes chez les GG? Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Oui, tous les matins, évidemment, sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous rejoindre dans cette émission. Oh, Tamba, c'est pas possible. Allez, on va continuer, mon cher Jacques Lewa. On a entendu, Ibn, plutôt, c'est Antoine, on a entendu Ibn Conté. On se dit, c'est un piège, non. Bon, pas mal de questions qui se posent. Ça donne espoir par rapport à nous journalistes surtout. Ouais. Il a rappelé tantôt par rapport à surtout ceux qui font l'investigation dans ce métier. Et la question désormais c'est, est-ce que cette loi qui est si belle, qui est hautement appréciée, va être appliquée? C'est la grosse question parce que la Guinée possède les plus beaux textes, et généralement on le dit souvent, du monde, mais l'application fait défaut. Ça fait que souvent, même quand c'est adopté et qu'on salue l'acte, l'autre question derrière qui est la plus importante, c'est comment ça va se faire. Est-ce que nos dirigeants, tels que ça a été dit, vont pouvoir accéder aux demandes qui seront multiples des citoyens et des journalistes que nous sommes. De l'autre côté, c'est important de rappeler les types de textes dont il est question dans cette loi. Ouais. Parce qu'il ne faut pas... Il y a ces textes de loi quand même, qui souvent peuvent ne pas être fournis, qui ne sont pas décrits dans le texte. Oui. Il faut rappeler tout de même les éléments communicables. Parmi les éléments, il y a les textes législatifs et réglementaires, les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, manuel des procédures administratives, avis, décisions, offres de recrutement et appels d'offres. Ouais. Ce sont les types de documents qui sont communicables à la population et aux journalistes. Et donc, je crois, d'autres documents qui ne sont pas cités dans cette loi ne doivent pas être demandés par les citoyens ou par les journalistes. Je me dis que c'est important que tout le monde sache de quoi il s'agit et pour ne pas que demain des polémiques surgissent sur la question. Ouais, comme d'habitude, voilà. Et on parle de vrais gens dans cette émission, Jacques Lewa avec notre invité qui s'est déjà installé dans ce studio, c'est bien Yao Obeng Abdou Saré, c'est bien cela. Bienvenue sur Radio Espace, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Bien, allez. Bienvenue à cette émission. Voilà. Vous êtes on le rappelle, il est ghanéen, c'est bien ça. Voilà. Ghanéen, oui. Voilà. Donc vous êtes de Citizen Investment. C'est votre société qui avait eu donc le contrat de reconstruction du camp Almami Samori Touré. Ça date de plusieurs années maintenant. On me parle des années d'avant 1986. Dites-nous, c'est pour quel type de travaux effectivement qu'on vous avait contacté? Qu'est-ce que vous avez réussi à faire sur le terrain? Approchez-vous du micro. Voilà. Le fait, Monsieur Paul Yeboah Educhum, il est venu ici avec son société Citizens Investment Corporation. Et c'est lui qui l'a envoyé une société des Philippines, Technique Group Coopération. Ce temps-là, l'État de Guinée n'a pas l'argent pour faire la reconstruction de le camp Almami Samori Touré. Donc, ça, on a pris les deux groupes société est allé chercher l'argent pour refinancement pour la reconstruction de le camp Almami Samori Touré. On a fini ça. Quand on a fini, les sociétés, les grandes sociétés des Philippines, techniques, a versé l'argent de M. Paul
dans son compte à BIAG SA. Mais quand BIAG était liquidé ou était en faillite, on a transféré tout l'argent dans le livre de BIAG à la Banque centrale de Guinée. Mais il y a eu une contentieux entre les représentants, les Guinéens représentants du support. Mais cette contentieux était pas dans la justice. Mais ça, c'est fini par le Cour suprême. Ouais. Terminé par le Cour suprême dans l'année 20... en 2014, hein? Non, c'est 13. 2013. Oui, 13. On a eu des jugements en faveur du Vieux-Port. Donc, comme on était aux États-Unis, moi je suis ghanéen, lui aussi est ghanéen. Donc, quand on a eu l'arrêt, on a venu ici pour prendre notre argent. Parce que c'est l'argent, c'est son propre argent. C'est lui qui a fait bien pour les Guinéens. Oui. Mais quand on est arrivé, moi je me rappelle très bien. On est venu ici, on a eu des unions avec le gouverneur de la Banque centrale de Guinée, Dr. Lousané Nabé. Oui. Quand on est venu, c'est qu'il nous a dit, oui, ton argent était ici, mais maintenant, ton argent n'est pas là. À la Banque centrale. Oui. Ouais. Ça, c'était 17 mars. De quelle année? 2014. De 2014. D'accord. Donc, l'avocat, le vieux, l'avocat, malheureusement, il est mort. Il est malade, mais il attendait l'argent pour aller à l'hôpital, mais malheureusement, mais il a fait de bon travail. Voilà. Alors on parle de 30 000 $, hein, c'est bien cela? Oui, je vais peut-être récapituler rapidement. Ça serait mieux. Hein. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai c'est le franglais. Alors, il s'agit de monsieur Paul Biya Doutoumou. Ouais. C'est un citoyen américain d'origine ghanéenne. Et ce monsieur, souvent, il a une politique. C'est de partir vers des investisseurs, lever des fonds pour les pays africains, pour pouvoir réaliser des chantiers, des travaux. Alors, c'est ce qu'il a fait suite à la prise du pouvoir par l'armée guinéenne, le CMRN, avec le feu général Lansana Conté. Donc, il est venu en Guinée pour, en tout cas, proposer le même type de marché. Donc, c'est ainsi, ils ont donné le marché de reconstruction du camp Almami Samori Touré, c'est en 1986. Donc, lorsqu'il a reçu ce marché, alors il a commencé parce que l'exigence était de faire un préfinancement. Donc, c'est ce qu'il a fait en partenariat avec la Société Technique Group Corporation. Donc, maintenant, il se trouve que M. Paul Biya Doutoumou n'était pas stable. Donc, il se déplaçait beaucoup. Donc, il a décidé d'avoir des mandataires en Guinée. C'est ainsi qu'il a essayé de faire une, procuration avec des Guinéens qui allaient le représenter en Guinée, vu qu'il se déplaçait beaucoup. Donc, c'est ainsi qu'il a fait avec un notaire, fait une convention avec un certain M. Djibril Diakité et Mamadou Sangaré, qui sont des Guinéens qui allaient représenter la société ici. Après les travaux, donc la Société Technique Group Corporation, cette société de la Philippine, a reversé la somme de 1 662 623 $ américains sur le compte de BIAG. BIAG, c'était une banque française à l'époque qui opérait en Guinée, mais qui est partie. Donc, lorsque l'argent a été injecté dans le compte, il s'agit du compte à l'époque 35 80 52 66, disponible dans les livres de la BIAG pour le PDG de la société, M. Paul. Puisqu'il n'était pas en Guinée, donc ce sont les mandataires qui ont reçu le financement. L'État aussi a reçu sa part à l'époque par rapport à la reconstruction du camp Almami Samori Touré. Donc après, il a pris comme quoi les Guinéens qui sont là, en la personne de M. Mamadou Sangaré, auraient pris la somme de 267 103 $ sur le compte. Donc c'est une question entre guillemets d'escroquerie, qu'il aurait acheté une maison ici à Matoto en complicité avec certains travailleurs de la BCRG à l'époque. Donc, aussitôt informé, il est rentré en Guinée pour s'informer de la situation. Donc, c'est ainsi, d'abord, il a pris la première décision, c'était de remercier ses mandataires parce qu'ils ont escroqué selon les informations qui étaient données à l'époque. Ensuite, il restait une somme de 1 300 et quelques mille $ sur le compte au niveau de la BCRG. Donc, il a mené des démarches pour rentrer en possession de cet argent,
Mais après, les mandataires qui ont été débarqués, remerciés à travers un acte juridique, ont lancé une poursuite contre M. Paul. Donc, il y a eu d'abord en première instance, ensuite ils ont allé jusqu'à la Cour suprême. Finalement, c'est la Cour suprême qui a ordonné comme quoi, oui, effectivement, il y a eu un arrêt en 2013, comme quoi M. Paul devait rentrer en possession de son argent. Maintenant, à partir de 2009, c'était la transition. Il y avait Moussa Dadis Camara qui était là et puis le général Sekouba Konaté. Donc, il y a eu cet arrêt. Donc, c'est une décision qui était dotée d'une force exécutoire. Ouais. Normalement, ça s'imposait à tous. Ouais. Donc, il est venu, il a présenté l'arrêt. Mais sauf quoi, l'information qui a été donnée sur instruction à l'époque du capitaine Moussa Dadis Camara et du général Sekouba Konaté, l'argent aurait été utilisé par des fonctionnaires de la Banque centrale. Donc, il est venu, il a tapé à la porte. Il n'est pas rentré en possession de son argent. Il a passé des mois et des mois ici, dans un hôtel ici, à Kaloum. Finalement, l'hôtel était obligé aussi de porter plainte contre lui, comme quoi il n'était pas même de payer en fait sa location. Donc aujourd'hui, il se bat pour entrer en possession de cette somme. Jusqu'à présent, c'est ce qu'il disait. Une somme de 1 million, cette fois-ci de 1 335 100 $ américains. Ouais. Donc au niveau de la Banque centrale de Guinée, et jusqu'à présent, malgré la pression, malgré les appels, ce citoyen ghanéen qui a apporté quand même son expertise à la Guinée n'est pas encore entré en possession de cet argent. Il y a eu des notes techniques qui ont été envoyées au chef de l'État à l'époque pour attirer son attention sur cette situation. Je pense que si le gouverneur de la Banque centrale est à l'écoute de cette émission, il serait important que la BCRG prenne la parole pour apporter quand même soit un démenti ou une précision ou un éclairage en tout cas sur ce dossier, puisqu'on parle d'une somme de 1 335 100 $ américains, puisque 200 000 $ avaient déjà été pris par M. Mohamed Sangari selon les informations. Voilà. C'est ce qui est bien expliqué. Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans cette émission ce matin. J'en suis sûr que vous avez gain de cause avec la Banque centrale, entre autres. Voilà, M. Lucien Nabié, que vous avez rencontré évidemment. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? C'est votre argent, évidemment. Vous l'avez rencontré depuis que vous êtes là, cette année 2020 ou pas du tout? Lucien Nabié, le gouverneur de la Banque centrale. Oui, quand on a venu ici, le vieux, il a venu ici 2014. On a venu ici mars, je crois, c'était 4. Mais on a eu l'occasion de rencontrer le gouverneur de la Banque centrale. En quelle année? 14. 2014. Oui. Ça fait plus de 6 ans là. Oui. Ouais. Mais les vieux. De quel vieux vous parlez? Les Paul Yabo Adichoum. Ok, d'accord. C'est vieux parce que c'est un homme de... quand on est venu ici, il était 19. D'accord. Donc, il a 85 ans aujourd'hui. Il a 85 ans aujourd'hui. Non. Il est mort. Il était 81 ans. D'accord. Mais vous qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Aujourd'hui, il a attendu parce que il a entendu qu'il y a un homme qui fait le domestique pour nous ici. Il m'a informé que le président a donné l'ordre de paiement. Donc, je suis venu ici l'année passée. Je suis venu, maintenant, il a fait 16 mois ici, dans le hôtel. Donc, on a suivi ça. Il a vu que, nous a dit que l'argent c'est déjà homologué pour paiement. Mais je sais que si l'argent est homologué pour paiement, ça prend 12 heures. Normalement, voilà. De payer. Merci beaucoup, on est pris par le temps malheureusement, la radio c'est l'heure. Monsieur, merci beaucoup en tout cas d'être passé dans cette émission ce matin. À terminer, merci à Amadou Sou à la réalisation côté radio. Il était là, Cabinet Condé du côté de la régie. Merci à vous tous à l'international. Lundi, on va se retrouver pour un autre numéro. Demain, Madame Yoro sera là avec l'autre équipe évidemment pour votre plaisir. Prenez soin de vous, bon week-end par anticipation, au revoir.